Les orages de grêle, ils peuvent vraiment surgir de nulle part, hein. Une minute, tout est calme, et la minute d'après, c'est un véritable déluge de glace qui s'abat. C'est une des manifestations les plus soudaines, les plus violentes de la nature. Mais comment est-ce que ça se forme, cette furie de glace? Et surtout, comment peut-on la prévoir? Regardez ce chiffre, 93,5 mm. C'est une quantité de pluie énorme, un vrai déluge. Mais pour vraiment saisir l'ampleur du truc, la vraie question c'est en combien de temps? Et voilà le contexte qui change tout. Le 2 août 2024, une supercellule, un orage particulièrement violent, a frappé la ville de Turin en Italie. Et elle a déversé toute cette eau en à peine 3 heures. C'est un événement qu'on ne voit statistiquement qu'une fois tous les 100 ans. Et ce n'était pas que de la pluie. L'orage charriait des grêlons destructeurs, certains atteignant 4 à 5 cm de diamètre. Des grêlons de cette taille, ça ne tombe pas du ciel par hasard. C'est le résultat d'une mécanique atmosphérique hyper complexe. Alors la question à 1 million, c'est comment les scientifiques font-ils pour anticiper une menace aussi rapide, aussi imprévisible? Alors, comment fait-on? Il n'y a pas un seul outil magique, non. Pour traquer la grêle, les météorologues ont plutôt ce qu'on pourrait appeler une boîte à outils. Chaque instrument donne une partie de la réponse, et c'est seulement en les combinant qu'on arrive à voir ce qui est invisible à l'œil nu. Le tout premier outil, le plus fondamental, c'est le radar au sol. Il faut l'imaginer comme des yeux qui scrutent le ciel en permanence depuis la Terre pour sonder ce qui se passe à l'intérieur même de l'orage. Au début, la vision de ce radar était quand même assez limitée. Il pouvait mesurer l'intensité. En gros, il disait, attention, il y a beaucoup de choses qui tombent là-haut. Mais quoi exactement? De la pluie, de la neige, de la grêle? Impossible de le savoir. Les prévisionnistes en étaient réduits à faire des suppositions. Le vrai tournant, ça a été l'arrivée de la double polarisation. Au lieu d'envoyer un seul faisceau d'ondes, le radar en envoie deux, un horizontal et un vertical. Et d'un coup, il peut voir la forme des objets. Une goutte de pluie, en tombant, s'aplatit un peu. Un grêlon, lui, est complètement irrégulier, il dégringole de façon chaotique. Et cette simple différence de forme, eh bien, ça a tout changé. Bon, le radar nous donne la vue depuis le sol. Mais pour avoir l'image complète, il faut la perspective inverse, la vue d'en haut. Et ça, c'est le rôle des satellites, notre œil dans le ciel. Depuis l'espace, les satellites recherchent des signatures bien précises. Le sommet dépassant, c'est littéralement comme si le courant d'air chaud à l'intérieur de l'orage était si puissant qu'il donnait un coup de poing à travers le plafond de l'atmosphère. Ensuite, il y a les sommets de nuages très froids qui nous disent que l'orage est monté extrêmement haut. Mais l'indice le plus parlant, c'est peut-être la dépression micro-ondes. Quand les ondes émises par la Terre sont interceptées par de gros grêlons, elles sont dispersées. Le satellite mesure alors une chute brutale de température. C'est une signature quasi certaine de la présence de glace. Le troisième outil est un peu différent. Il ne regarde pas l'orage lui-même, mais plutôt son environnement. Les modèles météo simulent l'atmosphère entière pour voir si les conditions sont réunies pour la formation d'orages violents. Un des concepts clés ici, c'est ce qu'on appelle l'EPCD, ou KP en anglais. Pensez-y vraiment comme au carburant de l'orage. Plus cette valeur est élevée, plus il y a d'énergie disponible pour alimenter un courant ascendant surpuissant. Et c'est ce courant ascendant qui va permettre au grêlon de rester en l'air assez longtemps pour grossir, encore et encore. L'autre ingrédient, c'est le cisaillement du vent. En gros, c'est le fait que le vent change de direction ou de vitesse avec l'altitude. Ce cisaillement, c'est ce qui permet à l'orage de commencer à tourner sur lui-même, de s'organiser en supercellules. Cette rotation est cruciale. Elle sépare la zone où la grêle se forme de celle où elle tombe. L'orage ne s'étouffe pas lui-même, il peut donc vivre plus longtemps et produire des grêlons beaucoup plus gros. D'accord, on récapitule. On a les données radar qui viennent du sol, les images satellites qui viennent de l'espace et les simulations des modèles. Le problème, c'est que pour un cerveau humain, analyser toutes ces informations en même temps, en temps réel, c'est tout simplement impossible, et c'est là que la technologie moderne change la donne. La solution, c'est l'intelligence artificielle. C'est assez simple en fait. On nourrit un modèle avec des milliers et des milliers de cas d'orage passés en incluant toutes les données possibles. L'IA va alors apprendre à reconnaître les schémas, les signatures subtiles qui, dans le passé, ont mené à de la grêle. Et une fois qu'elle est entraînée, elle peut analyser un nouvel orage en direct et dire non seulement s'il y a un risque de grêle, mais aussi estimer sa taille. Et est-ce que ça marche? Eh bien oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'indice de succès critique, c'est une mesure de la performance d'une prévision. On voit ici que les modèles d'IA sont bien meilleurs que les méthodes traditionnelles. Concrètement, ça veut dire plus de grêle détectée et surtout moins de fausses alarmes. C'est une amélioration énorme. Mais le plus fou, c'est que ces outils ne servent pas juste à prévoir l'orage de demain. Leur vraie puissance, c'est qu'ils nous permettent de regarder dans le passé avec des yeux neufs et de découvrir des tendances climatiques qui étaient invisibles jusqu'à présent. Prenez cette découverte, par exemple.
Elle est stupéfiante. En appliquant ces nouvelles méthodes à des données anciennes, on s'est rendu compte que dans le nord de l'Italie, la même région que l'orage de Turin, la probabilité d'avoir de très gros grêlons a été multipliée par 3 depuis les années 50. C'est une évolution absolument spectaculaire. Et on sait pourquoi. La cause principale, c'est l'augmentation de l'humidité dans les basses couches de l'atmosphère. Plus d'humidité, c'est plus de carburant pour les orages, ce qui mène à des courants ascendants plus forts et donc à des grêlons plus gros et plus fréquents. La mécanique est assez directe. En fait, cette approche nous ouvre un tout nouveau champ des possibles. Pour la première fois, on peut créer des cartes mondiales de la grêle. On peut identifier les points chauds à grêlons géants sur la planète et surtout on peut analyser des tendances sur des décennies. C'est une révolution pour la gestion des risques climatiques. Mais attention, il faut rester humble. Malgré tous ces progrès, la prévision parfaite, ça n'existe pas. L'atmosphère est un système chaotique par nature. Chaque orage est unique, il a sa propre personnalité. La science nous permet de mieux en mieux cerner le risque, mais il y aura toujours une part d'incertitude. Ce qui nous amène à une question finale, une question cruciale pour l'avenir. Les données nous montrent que les conditions propices aux orages violents sont de plus en plus fréquentes dans beaucoup de régions du monde. La course est donc lancée. Notre science, notre technologie peuvent-elles progresser assez vite pour suivre le rythme d'une nature qui, elle, semble s'emballer ?